Au fil de ce voyage, nous partirons de la terre très ancienne, des grottes et des traces humaines, puis nous verrons naître des villages, des échanges, des villes. Nous traverserons l'époque romaine, les royaumes, la longue période médiévale, puis les grands tournants du monde moderne. Nous irons jusqu'aux temps plus proches de nous, avec leurs changements rapides, et nous reviendrons toujours à ce qui tient une société. Les routes, les champs, les ports, les croyances, les mots du quotidien. L'Espagne est une péninsule, presque une île, entourée d'eau sur 3 côtés. Cette eau n'est pas seulement un décor, elle apporte des pêcheurs, des commerçants, des idées et parfois des inquiétudes. À l'intérieur, la terre monte, forme des plateaux, des vallées, des passages difficiles. Peu à peu, on comprend que la géographie n'est pas un simple fond d'image. Elle guide les chemins, elle protège certains lieux, elle en expose d'autres. Il y a aussi les montagnes qui font comme des murailles douces. Elles gardent la neige, donnent des sources et rythment les saisons. Les fleuves, eux, sont des lignes tranquilles. Ils nourrissent, ils relient, ils apprennent aux humains à s'installer. Quand on suit une rivière, on passe souvent d'un monde à un autre, sans s'en rendre compte, juste parce que la lumière change, parce que la terre devient plus sombre, plus riche ou plus sèche. Avant de parler de peuple et de royaume, nous pouvons sentir une idée simple. Ici, beaucoup de choses se rencontrent. L'Atlantique apporte une autre humeur que la Méditerranée, plus salée, plus lumineuse. Les forêts du nord ne ressemblent pas aux plaines de l'intérieur, et le sud, parfois, sent déjà l'Afrique toute proche, par le souffle du vent et la couleur des soirs. Et puis, il y a les chemins. Certains suivent la côte, faciles à deviner. D'autres traversent des cols, se faufilent entre des rochers, longent des plateaux où l'on entend surtout le bruit des pas. Ces passages, pendant des siècles, vont compter autant que des décisions de palais. Ils feront circuler le blé, la laine, le sel, les récits, les chansons et les prières. Nous commençons donc ici, dans un paysage qui prépare tout le reste. Ce n'est pas encore une histoire de frontières, mais une histoire de rives et de pierres. Et déjà, sans bruit, l'Espagne se dessine. Une terre de passage, de contraste et de lumière, où les générations apprendront à vivre, à bâtir, à échanger, à se souvenir. Bien avant les villes et les routes pavées, il y a des traces simples, des outils de pierre, une empreinte près d'un abri, un coin de roche noirci par un feu ancien. Dans la péninsule, ces signes sont nombreux, parce que la terre offre des grottes, des vallées, des points d'eau et des refuges contre le vent. Nous imaginons des groupes humains qui se déplacent lentement en suivant les saisons. Quand l'air devient plus froid, ils cherchent un abri. Quand la chaleur revient, ils reviennent vers les rivières, vers les zones où l'on trouve des plantes, des fruits et du gibier. La vie est faite de gestes répétés. Tailler une pierre, porter du bois, surveiller un enfant, écouter la pluie sur l'entrée d'une grotte. Parfois, un lieu devient familier. On y revient, on y laisse quelque chose, même sans le vouloir. Et au fil d'un temps immense, ces lieux gardent une mémoire. Dans certaines grottes, la main humaine a aussi voulu laisser une image. Ce ne sont pas seulement des dessins, ce sont des présences, comme une façon de dire « nous avons été là », dans une lumière tremblante, près du feu. Peu à peu, les savoir-faire s'affinent. Les outils changent, deviennent plus précis. On comprend mieux les animaux, on apprend des chemins, on connaît les plantes qui soignent ou qui nourrissent. Et surtout, on apprend à vivre ensemble, à partager, à décider, à se protéger. Même sans écrire, même sans grands monuments, une société existe déjà. Elle tient par la confiance, par l'attention, par les habitudes. Puis, très lentement, une autre manière de vivre apparaît. Dans plusieurs régions, on commence à rester plus longtemps au même endroit. On garde des animaux, on cultive des plantes. Ce n'est pas un changement brutal, c'est plutôt une pente douce, une nouvelle routine qui s'installe. Avec cette vie plus stable, les objets se multiplient. Des poteries pour garder l'eau ou les grains, des outils pour travailler la terre, des petites maisons qui résistent mieux au froid.
La nourriture change et avec elle le rythme des jours. Il faut semer, attendre, récolter. Il faut protéger les champs, organiser les réserves. La vie devient moins mobile, mais elle demande une autre vigilance, plus régulière. Et cela compte beaucoup. Quand une communauté peut stocker, elle peut aussi échanger, aider, ou parfois se disputer, car les choses ont un prix, même silencieux. Dans ces temps très anciens, l'Espagne n'est pas isolée. Des idées circulent déjà, de proche en proche, par des rencontres, par des mariages, par des voyages courts mais répétés. Les côtes sont des couloirs naturels, et l'intérieur se relie par les vallées. On ne parle pas encore de pays, mais on voit déjà des ponts entre les humains, faits de pas, de gestes et de besoins partagés. Ce qui nous touche, peut-être, c'est la simplicité de cette base. Avant les grandes histoires, il y a des foyers modestes, des mains au travail et une patience quotidienne. Et quand on y pense, c'est cette patience-là qui rendra possible tout le reste, siècle après siècle, comme une braise qui ne s'éteint pas. Quand les villages se multiplient, la péninsule commence à avoir des visages différents selon les régions. Ici, des maisons serrées près d'un point d'eau. Là, des hameaux sur une hauteur pour voir venir les visiteurs et se sentir en sécurité. Peu à peu, des communautés se reconnaissent par leurs habitudes, leurs objets, leur façon de cultiver et de célébrer. Sur les côtes de l'Est et du Sud, on parle souvent des ibères. C'est un mot pratique pour désigner des groupes variés, pas un seul peuple uniforme. Ils vivent près de la mer, mais aussi dans l'arrière-pays, et ils profitent des échanges qui longent les rivages. On trouve des traces d'artisanat, de commerce local, de petites villes fortifiées. La mer, encore une fois, ouvre des portes. Elle apporte des produits, des histoires et parfois des tensions. Dans d'autres zones, surtout vers l'ouest et le nord, des groupes que l'on appelle celtes occupent des terres plus fraîches, plus vertes ou plus hautes. Là aussi, il y a de la diversité, des clans, des alliances. On parle de troupeaux, de travail du métal, de fêtes liées aux saisons. La vie est souvent plus rurale, plus tournée vers les pâturages et les chemins intérieurs. Entre ces mondes, il existe des zones de mélange. On se rencontre au marché, au passage de montagne, au gué des rivières. On échange du sel, des tissus, des outils, des animaux. Et parfois, on échange aussi des manières de faire. Un style de poterie, une façon de bâtir, une idée de rituel. L'histoire, ici, avance sans grand bruit, par petites influences. La terre ibérique est aussi riche en métaux, et cela attire l'attention. Travailler le cuivre, puis d'autres métaux, change beaucoup de choses. Celui qui maîtrise ces techniques peut fabriquer de meilleurs outils, des objets de prestige et aussi des armes, même si nous restons dans une vision calme de ces temps. Le métal donne du pouvoir, mais il donne aussi du travail, des réseaux, des routes. Il crée une économie plus complexe, où certains deviennent spécialistes. La vie quotidienne, pourtant, garde des repères simples. Les champs demandent de l'eau, donc des canaux, des puits, des accords entre voisins. Les troupeaux demandent pour moi des pâturages, donc des chemins, des limites, des règles. Les familles grandissent, les anciens conseillent, les plus jeunes apprennent. Et les croyances accompagnent tout cela, souvent liées à la nature. Un arbre, une source, une colline, un ciel chargé d'étoiles. Peu à peu, certaines zones se structurent davantage. On voit apparaître des lieux qui comptent, des centres d'échange, des hauteurs où l'on se rassemble, des espaces où l'on rend justice ou où l'on honore les morts avec respect. Sans grands empires encore, l'organisation existe déjà, à taille humaine, et elle façonne les mentalités. Qui décide, qui protège, qui distribue. Ce moment est important parce qu'il prépare l'Espagne comme carrefour. Avant même l'arrivée de puissances venues de loin, la péninsule a déjà appris à gérer la diversité. Elle a déjà des routes, des savoir-faire, des identités locales fortes. Et cette richesse, douce mais réelle, sera bientôt regardée avec envie par ceux qui naviguent au large, là où la mer scintille sous une lumière lente. Sur les côtes du sud et de l'est, la mer devient une porte qui s'ouvre plus souvent. Des bateaux venus de loin suivent les étoiles, longent les rivages
et cherchent des abris calmes, une petite baie, une bouche de fleuve, un endroit où l'eau douce rencontre l'eau salée. Peu à peu, des comptoirs apparaissent, modestes au début, comme des points de contact entre des mondes. On associe souvent ce mouvement aux Phéniciens, grands navigateurs et commerçants de la Méditerranée. Ils n'arrivent pas seulement avec des objets à vendre, mais avec une manière de relier les lieux. Ils apportent des tissus teints, des amphores, des techniques et surtout une habitude. Échanger, mesurer, compter, recommencer. Pour les communautés locales, cela change le rythme. On ne vit plus seulement pour le village voisin, mais aussi pour le port d'à côté, pour la prochaine traversée, pour le prochain marché. La péninsule attire parce qu'elle a des richesses qui dorment sous la pierre. Les métaux, en particulier, comptent beaucoup. Les mines, les ateliers, les routes du transport deviennent des lieux essentiels, même si tout reste à taille humaine. On imagine des convois lents, des pas sur des chemins poussiéreux, des paniers, des bêtes de somme, et la patience nécessaire pour faire circuler cette matière lourde. Autour de ces échanges, certaines villes de bord de mer grandissent doucement. Elles ne sont pas encore immenses, mais elles ont une vie plus variée. Artisans, pêcheurs, marchands, gardiens de quais. On entend plus de langues, on voit plus de gestes différents. La lumière sur les murs change parce que l'on bâtit parfois autrement, avec d'autres idées venues d'ailleurs, mélangées aux habitudes locales. Dans l'arrière-pays, tout ne se transforme pas d'un coup. Les champs restent des champs, les troupeaux suivent leur chemin. Mais même loin de la mer, on sent des effets. Certains objets circulent déjà plus loin qu'avant, et certains goûts changent. Une nouvelle forme de poterie, une autre manière de conserver l'huile ou le vin, une petite parure qui devient un signe de statut. Peu à peu, les différences sociales peuvent pas se marquer davantage, car l'échange crée des gagnants, des experts, des réseaux. Il y a aussi une question de confiance. Pour échanger, il faut des règles, même simples. Il faut décider d'un poids, d'une mesure, d'un prix. Il faut apprendre à promettre et à tenir. Et quand une promesse se casse, il faut réparer, négocier, parfois se méfier. Ainsi, sans grand texte officiel, une forme d'organisation naît, portée par les besoins du quotidien. Dans ces siècles lointains, la péninsule prend l'habitude d'être regardée depuis la mer. Cela compte beaucoup. Être relié aux routes maritimes, c'est recevoir des biens, mais aussi des idées, des récits, des façons de penser la ville et le temps. Et c'est aussi devenir un lieu convoité, parce que ce qui circule attire toujours l'attention. Un souffle passe sur le port, et l'eau clapote contre la pierre. On peut presque entendre, dans ce bruit doux, la naissance d'un monde plus vaste. Dans la Méditerranée, les grandes puissances commerciales finissent par se regarder avec inquiétude. Carthage, héritière d'une tradition de navigation et de commerce, cherche à sécuriser ses routes et ses ressources. La péninsule ibérique, avec ses ports, ses métaux et ses terres, devient alors un espace très important, presque un pivot. Carthage ne vient pas seulement acheter. Elle s'installe, organise, bâtit des alliances et parfois impose sa présence. Sur les côtes, certaines villes prennent plus de poids. Dans l'intérieur, on négocie, on résiste, on s'adapte selon les régions et selon les intérêts. Comme souvent, la vie des gens se trouve prise entre des décisions lointaines et des besoins très proches. Récolter, protéger la famille, garder un chemin ouvert vers le marché. Puis, Rome entre dans le tableau. Au départ, Rome est une puissance qui grandit, mais qui n'est pas encore l'empire immense que l'on imagine plus tard. Elle avance par étapes en cherchant à contrôler des points clés. Et quand Rome et Carthage se confrontent, la péninsule devient l'un des grands terrains où tout se joue, non pas seulement par des combats, mais aussi par des sièges, des traités, des changements d'alliance. Pour les habitants, cela signifie souvent une chose simple, l'incertitude. Un impôt peut changer, un chef local peut se rapprocher d'un camp ou de l'autre, une route peut devenir dangereuse, un port plus surveillé. Les familles apprennent à lire les signes, à écouter les rumeurs, à mettre de côté un peu plus de réserve quand l'air devient lourd. Au fil du temps,
Rome finit par s'imposer. Ce n'est pas instantané, et ce n'est pas uniforme. Certaines régions sont intégrées plus vite, d'autres gardent longtemps leurs habitudes. Mais une logique romaine se met en place. Des administrations, des garnisons, des lois, et surtout un réseau qui relie les lieux. La péninsule change de centre de gravité. Elle n'est plus seulement tournée vers des échanges ponctuels, elle commence à entrer dans un système plus large, plus structuré, qui cherche à durer. Ce passage compte aussi parce qu'il transforme la manière de se penser. Dans un monde de cités et de peuples, l'identité est souvent locale. Avec Rome, l'idée d'appartenir à un ensemble plus vaste devient plus concrète, même si elle reste inégale. On peut être d'un village, d'une vallée, et en même temps se trouver relié, de loin, à une capitale lointaine, à des décisions prises à des centaines de kilomètres. Et pendant que les grands acteurs s'affrontent, la vie continue. On laboure, on pêche, on tisse, on apprend à vivre avec de nouvelles pièces de monnaie, de nouveaux marchés, de nouveaux mots. L'histoire n'est pas seulement un choc, c'est aussi une lente adaptation, une série de petits gestes qui finissent par former une autre époque. Le soir tombe sur une route de terre et les pas deviennent plus lents. Dans ce calme, la péninsule se prépare à devenir Hispania. Avec Rome, les paysages ne changent pas, mais les liens entre les paysages deviennent plus solides. Des routes se tracent, se renforcent, se balisent. Certaines suivent des vallées, d'autres franchissent près des passages difficiles. Au fil des années, voyager devient un peu plus prévisible. Et cette prévisibilité, même simple, transforme tout. On échange plus, on administre mieux, on contrôle davantage. Dans les villes, une nouvelle façon de vivre se diffuse. Il y a des places, des marchés organisés, des bâtiments publics. On y règle des affaires, on y entend des annonces, on y croise des visages venus d'ailleurs. Les bains, par exemple, ne sont pas seulement un luxe. Ce sont des lieux où l'on se lave, où l'on parle, où l'on se repose. Dans une journée romaine, ces espaces se comptent comme un rythme, presque comme une respiration sociale. La langue aussi voyage. Le latin se répand, surtout dans l'administration, le commerce et la vie urbaine. Mais il ne remplace pas tout d'un coup les langues locales. Pendant longtemps, on vit avec plusieurs façons de parler, selon le quartier, le métier, la région. Peu à peu, cependant, les mots romains entrent dans la vie quotidienne et ils laissent une empreinte durable qui réapparaîtra des siècles plus tard. Dans les campagnes, Rome s'intéresse beaucoup à la production. Les terres sont mesurées, les récoltes organisées, l'huile et le vin prennent une place importante dans les échanges. On voit des domaines agricoles plus grands, avec des travailleurs, des outils, des greniers. Là encore, ce n'est pas une image unique. Certaines zones restent plus pauvres, d'autres profitent davantage. Mais l'idée générale se dessine. Hispania est reliée à un vaste marché, et ses produits voyagent. Les ports, eux, deviennent des nœuds. Des amphores partent, d'autres arrivent. Des gens aussi circulent, soldats, administrateurs, marchands, artisans. Avec eux, des habitudes, une manière d'écrire, de juger, de construire. Les pierres portent des inscriptions, les temples et les bâtiments publics donnent une forme visible à l'autorité romaine. Et même ceux qui ne lisent pas comprennent le message. Un ordre est là, présent, installé. Cette période n'est pas seulement celle de Rome, qui commande, c'est aussi celle d'une rencontre longue, parfois rude, souvent pratique. Les élites locales peuvent chercher leur place dans le système, obtenir des avantages, financer des monuments, adopter des modes de vie urbains. D'autres gardent une distance, vivent surtout selon leurs traditions. Tout cela fait une société diverse, où l'unité existe, mais où les nuances restent fortes. Ce qui compte, au fond, c'est la continuité créée par les routes, les lois et les échanges. Quand une terre est reliée, elle change de tempo. Les saisons sont les mêmes, mais le monde autour devient plus proche, comme si l'horizon avait avancé. Et dans la lumière douce d'une fin d'après-midi, une ville romaine peut sembler paisible. L'eau coule dans une fontaine, des pas résonnent sur la pierre et l'histoire prend le temps de s'installer.
Peu à peu, l'autorité romaine se fait moins présente, comme une lumière qui baisse sans s'éteindre d'un coup. Les grandes routes existent toujours, les villes sont encore là, mais elles respirent autrement. Certaines se vident un peu, d'autres se replient sur des besoins simples, nourrir, réparer, protéger. Dans les campagnes, on s'appuie davantage sur des liens locaux, sur des familles élargies, sur des accords de voisinage. Dans ce changement lent, de nouveaux pouvoirs s'installent. Parmi eux, les Wisigoths prennent une place centrale, en formant un royaume qui s'étend sur une grande partie de la péninsule. Leur présence ne signifie pas que tout recommence à zéro. Beaucoup d'éléments romains restent utiles, des lois, des impôts, des habitudes administratives. Mais la manière de gouverner devient plus proche, plus liée à des réseaux de fidélité, à des chefs, à des alliances. Les villes continuent d'avoir un rôle, surtout celles qui servent de centres politiques et religieux. Les évêques gagnent en influence car l'Église organise, aide, encadre et propose une continuité, quand les institutions changent. La religion devient un langage commun, avec des rites, des fêtes, des lieux où l'on se rassemble. Cela touche la vie de tous les jours. Le calendrier, les mariages, les héritages, l'idée même de ce qui est juste. Dans les maisons, la vie reste faite de gestes très concrets. On cuisine avec ce que la terre donne, on répare des outils, on échange au marché, on garde une jarre d'huile pour l'hiver. Les artisans travaillent le cuir, le métal, la céramique, parfois avec moins de luxe qu'avant, mais avec une même attention au solide. Le commerce existe encore, surtout par la mer, mais il peut être moins régulier, plus dépendant de la sécurité des routes et des saisons. Avant de penser aux grands événements, on peut imaginer cette époque comme une période de transition, où tout le monde cherche un nouvel équilibre. Les élites locales, romaines ou nouvelles, négocient leur place. Les paysans espèrent une année calme, une récolte stable, des taxes supportables. Et les frontières, même si elles ne sont pas toujours dessinées sur une carte, se ressentent dans les passages, dans les postes de contrôle, dans les zones où l'on fait plus attention. Au fil des décennies, le royaume wisigoth tente de donner une unité à cette diversité. On cherche des règles communes, on clarifie des droits, on renforce des centres de décision. Pourtant, cette unité reste fragile. Les rivalités internes existent et la péninsule demeure une mosaïque de régions, de paysages et d'habitudes. Le nord humide ne vit pas comme les plaines sèches et la côte n'a pas le même tempo que l'intérieur. Ce moment compte parce qu'il montre une chose simple. Une société peut changer de dirigeant et garder une partie de ses fondations. Les pierres des villes, les chemins, les chants, les prières, tout cela continue. Et dans ce calme un peu incertain, l'Espagne se prépare, sans le savoir, à une transformation profonde venue par la mer et par le sud. Un jour, des voiles apparaissent au sud et la Méditerranée devient encore plus qu'une route. Elle devient un passage décisif. Des forces venues d'Afrique du Nord traversent le détroit et, en quelques années, une grande partie de la péninsule passe sous un nouveau pouvoir. Ce basculement est rapide à l'échelle de l'histoire, mais la vie sur place, elle, change par couches successives au rythme des administrations, des accords et des adaptations. Al-Andalus naît ainsi, avec ses centres, ses gouverneurs et une langue de pouvoir qui se diffuse peu à peu, l'arabe, surtout dans les villes et dans les affaires officielles. Mais les populations sont diverses, et elles le restent. On trouve des communautés chrétiennes et juives déjà anciennes, des nouveaux arrivants, des familles mixtes, des gens qui gardent leurs habitudes et d'autres qui adoptent celles du moment. La société se réorganise avec des statuts différents selon les groupes et une réalité quotidienne faite autant de voisinage que de règles. Dans les villes, le mouvement reprend. Les marchés se remplissent, les ateliers se multiplient, les rues s'animent à certaines heures. On vend du grain, de l'huile, des tissus, des épices qui sentent la route et le soleil. Les ports relient la péninsule à un monde plus large, vers le Maghreb, vers l'Est méditerranéen, et au-delà. Cette circulation apporte des idées, des styles, des techniques, et aussi une concurrence nouvelle entre régions. Dans les campagnes, un changement important se fait sentir autour de l'eau. Les systèmes d'irrigation se développent,
ou se perfectionnent. Canaux, norias, répartition plus organisée. Cela permet de cultiver davantage et parfois autrement, en diversifiant les jardins et les vergers. On voit plus d'arbres fruitiers, des potagers mieux suivis, une attention fine aux saisons. La terre n'est plus seulement un espace de survie, elle devient un espace travaillé, avec précision, où chaque goutte compte. La culture du quotidien évolue aussi. Les habitudes alimentaires, les vêtements, certaines musiques, certains mots entrent dans le langage courant. Ce mélange n'efface pas les identités anciennes, mais il crée une couche nouvelle, comme une couleur ajoutée sur une fresque déjà peinte. Et au fil des générations, cette couche devient familière, presque naturelle, même si elle vient d'un grand déplacement historique. Pendant ce temps, le pouvoir cherche à stabiliser le territoire. Il faut lever des taxes, protéger des routes, nommer des responsables, calmer des tensions. L'autorité peut être ferme, parfois contestée, et l'équilibre dépend beaucoup des personnes en place, des alliances locales, des compromis. Pour les habitants, l'essentiel reste souvent simple, une justice prévisible, un marché ouvert, une récolte protégée. Ce moment est important parce qu'il relie la péninsule à de nouvelles dynamiques du monde méditerranéen. Il apporte une richesse urbaine et agricole, des savoirs qui circulent et une nouvelle manière de penser l'espace. Dans la lumière du soir, on peut imaginer l'eau qui coule dans un canal et comprendre que l'histoire, parfois, passe d'abord par la façon de faire pousser un jardin. Cordoue devient, peu à peu, l'un des grands cœurs d'Al-Andalus. Ce n'est pas seulement une ville importante sur une carte, c'est un lieu où l'on sent la densité du quotidien. Les rues accueillent à poquet des marchands, des artisans, des étudiants, des voyageurs. La pierre des bâtiments garde la fraîcheur, et l'eau, partout cherchée et guidée, donne une impression de calme, même au milieu du mouvement. Quand un pouvoir stable s'y installe, la ville attire les ressources et les talents. On construit, on entretient, on organise. Les ateliers produisent du cuir, des tissus, des objets fins, mais aussi tout ce qui sert à vivre. Jarres, outils, charpentes, lampes. Les marchés rassemblent des produits venus de régions différentes, et la ville devient un point où l'on compare, où l'on choisit, où l'on négocie sans se presser. Dans cette atmosphère, les savoirs prennent une place visible. Des bibliothèques, des écoles, des cercles de lecture et de copie existent, portés par des élites, mais aussi par des métiers du livre. On traduit, on commente, on classe. La connaissance circule. Philosophie, sciences, médecine, mathématiques, mais aussi poésie et musique. Tout cela n'est pas une magie soudaine, c'est un travail patient, fait de papier, d'encre, de silence et d'heures longues. La vie religieuse est présente, elle aussi, avec ses lieux, ses rythmes, ses règles. La société reste diverse, et cette diversité peut produire des moments de coopération, mais aussi des tensions. Il y a des périodes plus ouvertes, d'autres plus strictes selon les dirigeants, selon les peurs du moment, selon les rapports de force. Pour les gens ordinaires, ces variations se traduisent souvent par des détails concrets. Un impôt qui change, un quartier plus surveillé, une possibilité de commerce plus large ou plus limitée. Au-delà de Cordoue, le territoire d'Al-Andalus n'est pas uniforme. Certaines régions prospèrent, d'autres souffrent de sécheresse, de rivalité, de difficultés de route. Mais la ville, en tant que centre, donne un modèle, une manière d'administrer, de bâtir, de relier les métiers. Les routes et les échanges, encore une fois, font tenir l'ensemble comme des fils discrets. Ce qui compte, dans cette période, c'est l'idée que la puissance n'est pas seulement militaire ou politique. Elle peut être aussi une puissance de culture, de technique, d'organisation. Quand une ville sait gérer l'eau, le commerce et le savoir, elle rayonne autrement. Et cette lumière, même si elle change de forme plus tard, laissera des traces profondes dans l'agriculture, dans l'architecture, dans les mots et dans certaines façons de penser. La nuit peut tomber sur les rives d'un fleuve et la ville continue de respirer. On entend des pas sur la pierre, une fontaine qui insiste doucement et l'histoire, pour un instant, paraît presque paisible,
Après les périodes de forte unité, il arrive que le pouvoir se fragmente, comme une lumière qui se casse en plusieurs reflets. Dans Al-Andalus, des régions deviennent plus autonomes, avec leurs propres centres, leurs propres chefs, leurs propres priorités. On parle alors de taïfas, des royaumes de taille variable, parfois rivaux, parfois liés par des accords. Ce n'est pas seulement une histoire de dirigeants, c'est aussi une nouvelle manière de vivre l'espace, plus locale, plus sensible au voisinage. Dans les villes, cette fragmentation peut créer une forme d'énergie. Chaque cour veut briller, attirer des artisans, des poètes, des savants, des bâtisseurs. On entretient les jardins, on soigne les fontaines, on élargit un marché, on répare une porte. La pierre se taille, l'eau se guide, et la vie urbaine garde ce mélange de calme et de mouvement, comme un port intérieur. Mais cette époque porte aussi des tensions. Quand les centres se multiplient, les alliances ne changent pas plus souvent. On négocie, on promet, on se protège. Les impôts, parfois, pèsent différemment selon les besoins d'une taïfa, selon la sécurité des routes, selon la crainte d'un voisin plus fort. Pour les familles, la grande question reste simple. Est-ce que demain sera stable? Est-ce que le marché sera ouvert? Est-ce que la récolte pourra être vendue sans difficulté? Au fil du temps, les frontières internes se sentent dans les détails. Un accent différent, une règle de commerce, un officier qui contrôle un pont. Pourtant, les échanges ne s'arrêtent pas, car on en a besoin pour vivre. La laine, l'huile, le blé, les outils, les tissus continuent de passer, parfois avec plus de prudence. Et cette prudence façonne une culture du compromis. On apprend à parler, à marchander, à calmer. Dans les campagnes, l'irrigation et les cultures restent essentielles. Les canaux demandent un entretien patient, saison après saison. Quand une région est bien gérée, les jardins prospèrent et les villages respirent mieux. Quand la gestion se dégrade, l'eau se perd, les sols souffrent et l'inquiétude monte doucement. Ainsi, la politique se voit parfois dans une chose très simple, le niveau d'un bassin et la fraîcheur d'un verger. Cette période compte parce qu'elle montre la force et la fragilité du local. Une ville peut rayonner par ses arts et son organisation, mais elle peut aussi devenir vulnérable si elle est seule. Et pour la péninsule entière, ces taïfas créent une mosaïque vivante, où la diversité s'exprime, mais où l'équilibre demande beaucoup d'attention. Un souffle de vent passe dans une ruelle, et les pas sur la pierre rappellent que malgré les changements, la vie continue, jour après jour, avec sa patience tranquille. Pendant que le sud et l'est vivent ces dynamiques d'Al-Andalus, le nord de la péninsule suit d'autres rythmes. Des royaumes chrétiens s'y affirment, souvent dans des paysages de montagnes, de vallées étroites, de chemins difficiles. Le climat, la terre, la proximité des cols donnent une vie plus rurale, parfois plus dispersée. Et pourtant, peu à peu, ces espaces s'organisent, s'étendent et trouvent leur place dans l'ensemble de la péninsule. Dans ces régions, l'Église joue un rôle important, notamment par les monastères. Ce sont des lieux de prière, mais aussi des lieux de travail et de mémoire. On y copie des textes, on y garde des archives, on y accueille des voyageurs, on y cultive des terres. Autour, des villages grandissent et les monastères deviennent parfois des repères stables, comme une cloche régulière dans le matin. La vie quotidienne est faite de terres à partager et à défendre, de récoltes à espérer, de troupeaux à guider. Les seigneurs locaux, les communautés paysannes, les autorités religieuses négocient les droits et les devoirs. Qui peut utiliser un bois, qui peut faire paître sur une colline, qui doit donner une part de grain. Ces questions, très concrètes, construisent une société et elles donnent une forme au pouvoir. Au fil des siècles, des contacts existent entre ces royaumes et Al-Andalus. Parfois, ce sont des affrontements, mais souvent ce sont aussi des échanges, des accords, des rançons, des trêves, des mariages entre élites. Les frontières ne sont pas des murs fixes, ce sont des zones où l'on s'observe, où l'on circule avec prudence, où l'on apprend à connaître l'autre. Même quand les identités se distinguent, la proximité oblige à comprendre, au moins un peu. Les routes comptent beaucoup,
surtout celle qui relie le nord au port et au marché. Le commerce du sel, du fer, de la laine prend de l'importance. Une ville de passage peut s'enrichir juste parce qu'elle offre un pont, une halte, une protection. Et dans ces allées et venues, les idées circulent aussi. Techniques agricoles, styles de construction, mots, manières de compter. Ce moment est important parce qu'il prépare un long mouvement de recomposition de la péninsule. Rien n'est simple ni linéaire, mais on voit des centres se consolider, des institutions s'installer, des communautés s'enraciner. Et plus les royaumes du Nord se structurent, plus ils deviennent capables de penser à long terme, de gérer des terres, de lever des forces et d'attirer des gens. Dans la lumière grise d'un matin, près d'une rive froide, on entend parfois seulement l'eau et au loin, une cloche. C'est une autre Espagne qui se façonne, lente et tenace. Les frontières, dans cette histoire, ne se déplacent pas comme une ligne tracée d'un coup de crayon. Elles avancent lentement, reculent parfois puis se stabilisent, avant de bouger à nouveau. Entre les royaumes chrétiens et les territoires d'Al-Andalus, il existe souvent une zone de contact, ni totalement l'un, ni totalement l'autre. Dans ces espaces, la vie demande de l'attention. On cultive, on construit, mais on reste à l'écoute. Peu à peu, des fortifications apparaissent, tout se renforce. Un château sur une hauteur, une muraille autour d'un bourg, une tour près d'un passage. Ce ne sont pas seulement des symboles de pouvoir, ce sont des points d'organisation. Ils protègent un marché, ils surveillent une route, ils rassurent une vallée. Autour, des habitants s'installent, parce que la protection attire la vie, même quand elle est imparfaite. Dans les champs, la routine reste centrale. Semer, arroser, récolter, stocker. Quand une région gagne en stabilité, les cultures s'étendent, les villages deviennent plus denses, les échanges plus sûrs. Quand la stabilité manque, on hésite à planter trop loin, on garde des réserves, on répare vite, on évite de s'exposer. Ainsi, la grande histoire se lit parfois dans un détail, la distance entre une maison et son champ. Les pouvoirs locaux jouent un rôle décisif. Un seigneur, une communauté, un monastère, une ville peuvent encourager l'installation, offrir des terres, promettre des protections et des règles. Cela attire des familles, des artisans, des marchands. Une frontière, alors, n'est pas seulement une limite. C'est aussi un lieu d'opportunité où l'on peut recommencer, où l'on peut obtenir un statut, une parcelle, une place. Pendant ce temps, la circulation continue. Même dans les zones tendues, on échange des produits, on transmet des techniques, on apprend à bâtir avec ce qu'on a, à gérer l'eau, à utiliser la pierre. Des mots passent d'une langue à l'autre, des recettes se modifient, des vêtements changent selon la saison et selon les influences. La péninsule, même divisée, reste un espace de mélange, et ce mélange façonne des habitudes profondes. Cette période compte parce qu'elle crée des structures durables. Les châteaux, les bourgs, les réseaux de terres et de droits installent une certaine logique de pouvoir. Et en même temps, elle forge une culture de la patience, du compromis et parfois de la dureté des choix. Les communautés apprennent à s'organiser, à se défendre, à négocier, à continuer malgré l'incertitude. Un soir, calme tombe sur une colline et la pierre garde encore un peu de chaleur. On entend des pas, puis le silence revient, comme une couverture posée doucement sur la terre. Dans la péninsule, il existe des villes qui deviennent des carrefours de langues, presque des ateliers de pensée. Tolède en est un exemple marquant. Son importance ne tient pas seulement à sa position, mais à ce qu'elle permet. Des rencontres entre traditions, des passages entre cultures, et une circulation lente du savoir, portée par des hommes et des femmes qui lisent, copient, expliquent. Dans cette ville, on trouve des textes venus d'horizons différents. Certains viennent de l'Antiquité, d'autres du monde arabe, d'autres encore des milieux chrétiens d'Europe. Le travail essentiel, ici, est celui de la traduction. Traduire, ce n'est pas seulement changer des mots, c'est faire passer une idée d'un monde à un autre, sans la perdre. Cela demande de la patience, un goût du détail et souvent une collaboration.
Quelqu'un lit, un autre explique, un autre écrit. Au fil des décennies, ces traductions nourrissent dagues des écoles et des bibliothèques. Elles alimentent des discussions sur les sciences, la médecine, les mathématiques, la philosophie. Et même si cela touche d'abord des élites, l'effet finit par se diffuser. Une meilleure médecine change la manière de soigner. Une meilleure compréhension des chiffres aide le commerce. Une idée nouvelle peut modifier la façon d'enseigner ou la façon de regarder le ciel et la terre. Tolède reflète aussi une réalité plus large. La péninsule est un lieu où plusieurs mondes se frottent, parfois avec tension, mais aussi avec une curiosité réelle. La vie quotidienne, à côté de ces cercles savants, reste simple. On va au marché, on prépare le pain, on discute près d'une fontaine. Pourtant, même dans ces gestes ordinaires, on entend parfois un mot emprunté, un accent venu d'ailleurs, une habitude qui témoigne d'une histoire plus longue. Ce moment est important parce qu'il nous rappelle que la force d'un territoire ne vient pas seulement de ses terres ou de ses armées. Elle vient aussi de sa capacité à faire circuler des idées. Quand des textes passent, les horizons s'élargissent. Et quand les horizons s'élargissent, des générations peuvent imaginer autrement leur place dans le monde. Dans la lumière douce d'une fin de journée, on peut presque voir un scribe penché sur une table, entendre le frottement d'une plume et sentir que l'histoire avance aussi dans le silence. Pendant que certains centres intérieurs jouent un rôle culturel, d'autres régions se tournent de plus en plus vers la mer. Du côté de l'Aragon et surtout de la Catalogne, la Méditerranée devient un espace de travail et de projection. Les ports s'activent, les chantiers navals construisent, les marchands comptent et recomptent. La mer n'est pas seulement un horizon, c'est une route. Dans ces villes portuaires, la vie est rythmée par les arrivées et les départs. On attend une cargaison, on prépare des ballots, on répare une voile. Les marchés sentent le bois, le sel, l'huile, le poisson, et les rues sont pleines de métiers. Charpentiers, tisserands, tonneliers, scribes, gens de quai. Ce monde urbain s'appuie sur des règles, des contrats, des tribunaux commerciaux. On apprend à faire confiance, mais on apprend aussi à se protéger, par des écrits, des garanties, des associations. Au fil du temps, la couronne d'Aragon construit une présence maritime plus large. Elle s'intéresse à des îles, à des ports, à des alliances qui permettent de sécuriser le commerce. Cela apporte de la richesse à certaines villes, et cela change les habitudes. Plus de monnaie, plus de produits venus de loin, plus d'idées qui circulent avec les marins et les négociants. Dans le même mouvement, des tensions apparaissent, car la mer attire aussi la concurrence, les rivalités et les risques. L'arrière-pays n'est pas oublié. Pour nourrir les ports, il faut des champs, des troupeaux, des routes sûres. La laine, le blé, l'huile circulent vers la côte. Et la côte renvoie vers l'intérieur des objets et des influences, tissus, techniques, goûts nouveaux. Cette relation crée une Espagne méditerranéenne bien particulière, plus connectée à l'Italie, aux îles, aux autres rives, tout en restant enracinée dans ses vallées et ses montagnes. Ce moment compte parce qu'il renforce une idée essentielle. La péninsule n'est pas tournée dans une seule direction. Certains territoires regardent vers l'Atlantique, d'autres vers la Méditerranée, et cette double ouverture donne une énergie durable. Elle prépare des siècles où la mer jouera un rôle immense dans la richesse, dans la culture et dans les rêves. Le soir, quand le port se calme, on entend l'eau contre les pierres du quai. Les pas deviennent plus rares et la mer garde sans bruit la mémoire des routes. Quand une nouvelle maison royale s'installe, les questions anciennes reviennent avec des habits neufs. Qui décide sur quoi, selon quelles limites? Les assemblées réclament des garanties, des budgets votés, des règles claires. Le roi, lui, souhaite un respect entier et une marge d'action. Entre ces pôles, la société apprend à argumenter. Les juristes publient, les prédicateurs expliquent, les imprimeurs diffusent des pamphlets sobres où l'on pèse les mots. Ce n'est pas seulement un choc de personnes, c'est une discussion sur la forme d'un pays. Dans les villes, la vie continue avec prudence. On garde des réserves, on tient des comptes, on vérifie ses contrats. Les compagnies commerciales veulent des règles stables.
Elle s'inquiète des fermetures de ports, des taxes imprévues, des emprunts forcés. Les artisans, eux, voient la demande varier et s'adaptent avec souplesse. Réparer, transformer, proposer des pièces plus modestes quand l'argent se fait rare. Les paroisses maintiennent des gestes de solidarité, discrètement. Collecte pour les familles en difficulté, corvée pour entretenir un pont, visites aux malades. Les cloches gardent la mesure même lorsque les voix s'élèvent ailleurs. Les idées de droit s'affinent. On discute de consentement, d'impôts légitimes, de liberté de conscience. Les assemblées se voient comme des gardiennes des usages, et l'autorité comme une garante de paix. Les textes produits à cette époque ont des formules qui semblent simples. Elles posent cependant des pierres profondes. Elles disent que l'exception doit rester limitée, que la loi commune prime, que le désaccord peut se régler par la parole écrite et le vote. Cela forge une mémoire utile. Un pays peut être fort sans être bruyant, solide sans être raide. Pendant ce temps, la mer reste un terrain d'avenir. Des navires patrouillent, protègent les routes, escortent des convois. La priorité est claire. Assurer le passage des biens et des gens. Maintenir l'ouverture vers le large. Les chantiers continuent de battre, les voiles sèchent au vent, les quais restent actifs. Même quand le débat est vif au centre, la périphérie travaille, et cette continuité sauve bien des vies. Dans les foyers, on parle à voix basse des événements. On lit des feuilles volantes, on compare des versions, on se fait une opinion sans éclat. La prudence domine, car chacun souhaite que l'eau continue de couler sous le pont et que la pierre soit réparée à temps. Peu à peu, des compromis s'esquissent, des limites se dessinent. L'idée d'un pouvoir partagé s'installe, non comme une concession, mais comme une méthode de paix. Elle deviendra un fil conducteur. Un pays qui apprend à se définir par des textes, des votes et des coutumes peut traverser des temps troublés en gardant le cap, comme un navire qui suit une lumière douce sur la rive. Dans l'histoire de l'Espagne, il existe des années qui ressemblent à une porte. 1492 est de celle-là, non pas comme un coup de tonnerre unique, mais comme un point où plusieurs chemins se croisent. La péninsule est alors dans une phase de consolidation. Le pouvoir central se renforce, les institutions se structurent, et l'idée d'un ensemble plus uni devient plus concrète. Dans le même temps, de grands changements s'annoncent, par la mer, par les croyances, par les choix politiques. Cette période voit la fin d'un long chapitre médiéval, avec la prise de Grenade, dernier grand royaume musulman de la péninsule. Pour beaucoup, c'est un basculement symbolique, mais ses conséquences sont surtout humaines et sociales. La diversité, qui avait traversé des siècles, ne disparaît pas d'un coup, mais elle est de plus en plus encadrée, surveillée et parfois brutalement contrainte. Des familles se retrouvent face à des choix impossibles, partir, se cacher, se conformer. Cela laisse des blessures longues, même quand la vie quotidienne continue, parce que la confiance entre voisins peut se fissurer. Dans les villes, on voit aussi monter une volonté d'uniformité religieuse et politique. Les autorités cherchent à contrôler les croyances, à définir ce qui est acceptable, à punir ce qui ne l'est pas. Il faut le dire avec calme. Cette logique crée un climat de peur pour certains groupes et elle pousse au silence, à la prudence, à l'exil. Et pourtant, dans les mêmes rues, les marchés fonctionnent, les ateliers tournent, les enfants jouent, comme si la vie cherchait toujours un chemin. Au même moment, la mer devient un espace d'audace. Des navigateurs proposent d'autres routes, d'autres cartes, d'autres calculs. L'Espagne, tournée vers l'Atlantique, se lance dans des expéditions qui vont bouleverser le monde. Derrière les récits de découverte, il y a des réalités concrètes, des ports qui s'organisent, des navires à financer, des équipages à recruter, des provisions à préparer. Et il y a aussi des conséquences profondes, souvent lourdes, pour les peuples rencontrés et pour l'équilibre global des échanges. Peu à peu, l'Atlantique relie l'Espagne à des terres lointaines, à des richesses nouvelles, mais aussi à des responsabilités et à des violences systémiques. Des systèmes de domination se mettent en place et des populations subissent des pertes immenses.
Dans un récit du soir, nous gardons une parole claire et respectueuse. Ce tournant apporte à l'Espagne une puissance, mais il ouvre aussi une histoire de souffrance pour beaucoup, et cela compte dans la mémoire du monde. Ce moment est important parce qu'il change l'échelle. L'Espagne n'est plus seulement un carrefour méditerranéen et péninsulaire. Elle devient un acteur majeur d'un monde connecté par les océans. Et cette nouvelle place va transformer ses finances, ses villes, ses conflits et sa façon de se raconter. Dans le souffle doux du soir, on peut imaginer un port atlantique, les cordages qui grincent, l'eau sombre et l'idée vertigineuse d'un horizon qui s'éloigne. Avec les voyages atlantiques, un empire commence à se tisser, fait de routes maritimes, de ports, de bureaux et de cargaisons. Ce n'est pas seulement une expansion géographique, c'est une nouvelle machine administrative et économique. Il faut enregistrer, taxer, contrôler, transporter. Des villes espagnoles, surtout au sud, deviennent des points clés, où l'on attend les navires, où l'on surveille les arrivées, où l'on transforme des marchandises en monnaie et en pouvoir. L'argent et l'or venus d'outre-mer jouent un rôle majeur dans cette transformation. Ils donnent une capacité de financement impressionnante. Guerre, palais, administration, alliances. Mais ils créent aussi des fragilités. Quand une économie reçoit beaucoup de richesses d'un coup, les prix peuvent monter, certaines activités locales peuvent souffrir, et l'État peut devenir dépendant d'un flux qui n'est jamais garanti. Derrière l'image brillante d'un empire, il y a donc une tension constante. Comment dépenser sans se perdre? Comment gouverner sans épuiser? Dans les campagnes, la vie continue, souvent loin des ports et des grandes décisions. On cultive, on élève, on traverse des sécheresses, on répare des maisons. Pourtant, l'Empire touche aussi ces régions. Les impôts augmentent, les besoins de l'État pèsent, et certains hommes partent chercher fortune ailleurs, laissant des villages avec des absences. On voit aussi des produits nouveaux arriver petit à petit et changer les habitudes alimentaires ou agricoles, même si cela prend du temps. Dans les villes, la société se complexifie. Il y a des fonctionnaires, des juristes, des commerçants liés aux routes atlantiques. Il y a des couvents, des hôpitaux, des confréries qui organisent l'aide et la vie religieuse. Et il y a aussi des tensions sociales, parce que la richesse circule de façon inégale. Certains s'enrichissent, d'autres restent dans la précarité. Les rues portent ces contrastes, une façade neuve et à quelques pas, une famille qui compte ses pièces. La mer, dans tout cela, est omniprésente. Elle apporte, elle prend, elle retarde, elle surprend. Les tempêtes, les pirates, les accidents, les maladies du voyage font partie de cette histoire, même si nous les évoquons sans insister. Chaque traversée est une incertitude et chaque arrivée est un soulagement. Cette fragilité rappelle que l'Empire, malgré sa puissance, dépend de choses très simples, le vent, l'eau, la solidité d'une coque. Ce moment est important parce qu'il montre un paradoxe. L'Espagne devient immensément influente, mais elle doit gérer une pression énorme, financière et politique. Et dans ce grand écart, on voit se former des habitudes qui marqueront longtemps le pays. Une administration centralisée, une culture de la grandeur, mais aussi une fatigue, une inquiétude et des débats sur ce que coûte la puissance. Le soir, dans une ville portuaire, on entend le clapotis contre les quais. La richesse arrive, mais elle ne fait pas taire le bruit du vent. Dans cette Espagne puissante et tendue, la culture prend une place éclatante. On parle souvent de siècle d'or, non pas parce que tout y est au facile, mais parce que les arts y produisent une lumière particulière. La peinture, la littérature, le théâtre, la musique trouvent un public et des mécènes. Dans les villes, on lit, on écoute, on se rassemble, et l'imagination devient une manière de respirer dans un monde chargé de contraintes. Le théâtre, surtout, est un art du quotidien. Il n'est pas réservé à une élite silencieuse. Il attire des gens de milieux différents, dans des salles ou des cours où l'on se tient serré, où l'on réagit, où l'on reconnaît des personnages familiers.
On y parle d'honneur, de famille, de ruse, de destin, mais aussi de faim, de travail, de petites humiliations. Et cette scène, même stylisée, renvoie à une réalité sociale très présente. La peinture, elle, capte des visages, des gestes, des tissus, des lumières. Elle montre des saints, des rois, des scènes de genre, et parfois des instants très simples, un regard, une main, un enfant, une table. Cette attention au réel, mêlée à la spiritualité, construit une esthétique profonde où la lumière semble venir de l'intérieur des choses. Dans un récit du soir, on peut imaginer un atelier calme, l'odeur de l'huile, le silence coupé par un pas. Mais ce rayonnement artistique ne se fait pas dans un vide. La société est aussi marquée par des contrôles, par une religion officielle très puissante, par une hiérarchie sociale dure. Les minorités vivent sous pression, les idées sont surveillées et certains débats ne peuvent pas se dire librement. Dans ce cadre, l'art devient parfois un espace où l'on contourne, où l'on suggère, où l'on exprime autrement. C'est une lumière qui se glisse entre les pierres. Dans les ruelles, la vie reste concrète, eau à chercher, pain à acheter, métiers bruyants, fêtes religieuses, processions. Les confréries organisent des aides, les couvents accueillent, les hôpitaux soignent comme ils peuvent. Et la pauvreté est présente, surtout dans les grandes villes, car la richesse de l'Empire ne se transforme pas toujours en bien-être pour tous. On voit des contrastes forts, une fatigue sociale, et pourtant une capacité à créer, à chanter, à raconter. Ce moment est important parce qu'il laisse une empreinte durable. L'Espagne construit alors une image d'elle-même, faite de grandeur, de foi, de drame, mais aussi de réalisme et de tendresse. Et cette image, transmise par les œuvres, continuera de vivre bien après les crises politiques et économiques. Dans le calme de la nuit, une ruelle peut sembler vide. Pourtant, si l'on écoute, on entend encore, très loin, un écho de scène, un pas sur la pierre, une lumière qui persiste. Au fil du XVIIe siècle, l'Espagne reste une puissance qui compte, mais elle sent aussi une fatigue plus profonde, comme une maison trop grande à entretenir. L'Empire est vaste, les obligations sont nombreuses, et les ressources ne suivent pas toujours au même rythme. Les navires continuent de traverser l'Atlantique, les administrations travaillent, les décisions tombent, mais l'équilibre devient plus difficile à tenir. Dans les villes, on voit des contrastes plus nets. Certaines rues brillent encore par les arts et les cérémonies, tandis que d'autres vivent dans l'inquiétude des prix, du travail irrégulier, des impôts. Quand l'État cherche de l'argent, il se tourne souvent vers les mêmes sources, et cela finit par peser sur le quotidien. Le pain, la laine, l'huile, tout devient plus sensible, comme si chaque variation comptait davantage. Dans les campagnes, les années que je ne se ressemblent pas. Une récolte peut être bonne, puis une autre décevante. Et quand la terre donne moins, les familles doivent le choisir, vendre un animal, partir chercher du travail, s'endetter. Ces décisions, prises au niveau d'un foyer, expliquent beaucoup de choses. Elles font naître des migrations internes, des villages qui se vident un peu, des villes qui gonflent et des tensions discrètes qui s'accumulent. Au même moment, l'Espagne doit aussi gérer des rivalités européennes, coûteuses et longues. Même sans entrer dans les détails, on peut sentir ce que cela implique. Des dépenses, des taxes, une administration sous pression et une population qui doit soutenir un effort lointain. Le pouvoir tente de maintenir la cohésion, mais des régions expriment leurs propres intérêts, leurs propres limites, leurs propres colères. Le centre et les périphéries apprennent à se parler et parfois à se heurter. La société reste très marquée par la religion officielle et par des hiérarchies rigides. Cela donne une forme de stabilité, mais cela peut aussi freiner certains changements. Les idées nouvelles circulent, mais elles avancent prudemment. Dans les ateliers et les marchés, on s'adapte surtout avec les moyens du bord. Réparer, économiser, s'entraider, trouver des arrangements. Cette capacité à tenir, même dans la contrainte, est une force silencieuse. Peu à peu,
l'image d'une grandeur évidente se fissure. Ce n'est pas une chute nette, c'est plutôt un glissement. L'Espagne garde des atouts, mais elle perd une partie de sa facilité à décider, à financer, à imposer sa volonté. Et quand un pays doit sans cesse choisir entre plusieurs urgences, il finit par se replier sur l'essentiel, en laissant certains projets inachevés. Ce moment est important parce qu'il rappelle qu'un empire ne se mesure pas seulement à son étendue. Il se mesure aussi à son équilibre intérieur, à la manière dont la richesse se transforme, ou non, en stabilité pour les habitants. Dans le calme du soir, on peut imaginer une place où l'on ferme les volets plus tôt, une lumière plus faible et un pays qui cherche doucement un nouveau souffle. Au début du XVIIIe siècle, un changement de dynastie amène une nouvelle manière de gouverner. Les Bourbons cherchent à renforcer l'État, à rendre l'administration plus efficace, plus régulière, plus centralisée. L'idée est simple, mieux contrôler, mieux compter, mieux organiser. Et dans un pays aussi divers, cela touche forcément les provinces, les villes, les habitudes locales. Les réformes passent toutes par des choses concrètes. On améliore certaines routes, on modernise des ports, on tente de rendre les impôts plus cohérents. On veut faire circuler plus vite les informations, les marchandises, les décisions. Cela ne marche pas partout, et cela prend du temps. Mais l'intention est là. Relier, structurer, stabiliser. Une route mieux entretenue, c'est moins de jours de voyage, moins de pertes, plus de commerce, et parfois, une vie un peu plus sûre. Dans les villes, on voit apparaître un goût pour l'ordre et pour l'aménagement. Certaines places s'ouvrent, des bâtiments publics se rénovent, des institutions se fixent. On parle davantage d'économie, de production, d'industrie naissante. L'État encourage parfois des manufactures, soutient des projets, cherche à réduire certaines dépendances. Tout cela donne une impression de mouvement, comme si l'Espagne essayait de se remettre en marche avec une énergie plus technique, moins tournée vers la seule grandeur symbolique. L'Église reste influente, mais les autorités cherchent aussi à affirmer la place de l'État dans plusieurs domaines. On discute d'éducation, de santé, de contrôle des activités. L'esprit du temps, en Europe, valorise les lumières au sens d'une confiance dans la raison, dans l'étude, dans la réforme. En Espagne, cela se traduit par des initiatives prudentes, créer des académies, soutenir des sciences utiles, observer l'agriculture, améliorer certaines méthodes. Dans les campagnes, l'objectif est souvent d'augmenter la production et de limiter les crises. On parle d'irrigation, de répartition des terres, de meilleures pratiques. Là aussi, le résultat dépend des régions, des climats, des résistances locales. Mais même quand les changements sont modestes, ils comptent. Quand un village adopte une nouvelle technique, quand une ville ouvre une école ou une société savante, cela crée un fil vers l'avenir. Bien sûr, ces réformes rencontrent des obstacles. Les privilèges anciens ne disparaissent pas facilement. Les finances restent fragiles et les inégalités continuent de peser. Pourtant, on sent une différence de ton, une volonté de comprendre et de gérer, plutôt que de seulement afficher. Cette évolution est lente, mais elle prépare des débats plus grands sur ce qu'est un État, sur ce qu'est un citoyen, sur la manière d'organiser une société. Ce moment est important parce qu'il installe une nouvelle idée de la modernité. Routes, écoles, administration, projets économiques, ce sont des outils silencieux, mais puissants. Et quand la nuit tombe sur une route de pierre plus régulière, on peut imaginer des pas plus sûrs et une Espagne qui cherche doucement sa forme nouvelle. Peu à peu, dans les grandes villes, une autre scène apparaît, plus discrète que les palais, mais très influente, celle des idées qui circulent. On se réunit dans des cafés, dans des salons, dans des cercles d'études. On lit à voix basse, on commente, on compare ce qui se fait ailleurs. Et même quand tout le monde n'a pas accès à ces espaces, l'écho finit par toucher plus loin, par les écoles, par les sermons, par les conversations du marché. Les écoles deviennent un enjeu important. Former des administrateurs, des techniciens, des médecins, des juristes, c'est renforcer l'État et aussi transformer la société.
On cherche à améliorer l'enseignement, à rendre certains savoirs plus pratiques. Dans un pays où l'écrit et l'oral se mélangent encore fortement, apprendre à lire et à compter ouvre des portes. Cela change la manière de travailler, de signer un contrat, de comprendre un impôt. La presse et les journaux jouent aussi un rôle nouveau. Ils donnent un rythme régulier à l'information. Des nouvelles, des débats, des textes qui résument, qui critiquent, qui proposent. Lire un journal, c'est entrer dans un temps commun, où l'on parle des mêmes sujets, même si l'on habite loin. Cette habitude crée une forme d'opinion publique, fragile au début, mais de plus en plus importante. Elle peut soutenir des réformes, mais aussi les contester. Dans les cafés, on parle d'économie, de justice, de pouvoir, de tradition. On discute de la place de la religion, du rôle de la monarchie, des droits et des devoirs. Tout cela reste souvent encadré, surveillé par moments, car le pouvoir n'aime pas toujours les critiques. Mais le simple fait de discuter change quelque chose. Une société qui discute commence à se regarder elle-même, à se demander ce qui est normal, ce qui doit changer et pourquoi. Cette période est aussi celle d'une tension douce entre l'ancien et le nouveau. Beaucoup veulent améliorer sans casser, réformer sans bouleverser. D'autres pensent que les changements doivent être plus profonds. Dans les rues, cela se voit parfois très peu. On continue de vendre du pain, de réparer des toits, de prier, de célébrer des fêtes. Pourtant, en arrière-plan, les mentalités se déplacent, comme un courant lent sous une surface tranquille. Les régions, toujours, gardent leurs particularités. Certaines villes sont plus ouvertes, plus connectées, plus rapides. D'autres restent plus tournées vers la terre, vers des rythmes anciens. Et c'est précisément cela qui rend l'Espagne complexe. Plusieurs vitesses coexistent, plusieurs manières de penser le futur. On peut vivre dans une même époque, mais pas dans le même tempo. Ce moment est important parce qu'il prépare une ère de grandes questions. Quand les mots circulent, quand les journaux créent des débats, quand l'école forme de nouveaux regards, la politique finit par changer, même si elle résiste. Dans le calme d'une fin de journée, on peut imaginer un café qui ferme, des pages que l'on replie, et une idée qui reste dans l'air, légère, comme une poussière de lumière. Au début du XIXe siècle, l'Espagne entre dans une période où l'air semble chargé, comme avant un orage, mais l'orage dure longtemps. Des puissances extérieures interviennent, les équilibres se brisent, et beaucoup de gens comprennent que l'ancien cadre ne tient plus comme avant. Dans les villes, les autorités hésitent, les loyautés se divisent, et la vie quotidienne devient plus difficile à prévoir. Dans les campagnes, on s'accroche à la terre, on protège ce qu'on peut, et l'on attend des nouvelles qui arrivent lentement. Cette période est assez marquée par une guerre qui touche la péninsule et ses habitants. Sans entrer dans des détails durs, on peut retenir une sensation. L'incertitude, la fatigue, le besoin de s'organiser localement. Quand un État vacille, ce sont souvent les communautés qui prennent le relais, avec des réseaux de solidarité, des décisions prises au plus près et des compromis improvisés. Cela donne une Espagne faite de résistances dispersées, de peur, mais aussi d'une énergie collective qui se réveille. Dans ce contexte, un lieu prend une importance particulière. Cadix, ville de port, ouverte sur l'Atlantique, elle devient un espace où l'on peut encore réunir des représentants, discuter, écrire. Tandis que la péninsule traverse des années difficiles, des députés se rassemblent et cherchent une réponse politique à la crise. Ils veulent définir une nation, encadrer le pouvoir et poser des règles communes. L'idée est immense, transformer une monarchie d'ordre et de privilèges en un cadre plus moderne, où la loi s'écrit et se discute. En 1812, la constitution de Cadix est proclamée. On la retient souvent comme un texte fondateur, parce qu'elle affirme des principes nouveaux pour l'époque, la souveraineté nationale, un rôle plus fort des représentants, des droits et une limitation du pouvoir. Le texte n'est pas appliqué de façon stable, et l'Espagne va alterner entre ouverture et retour en arrière. Mais l'important est ailleurs. Une porte mentale est ouverte. On peut désormais imaginer un pays gouverné par des règles écrites, discutées, et non seulement par la tradition.
Pour les habitants, ces débats ne sont pas abstraits. Ils touchent à l'impôt, la justice, l'armée, l'école et la place de l'Église. Ils touchent aussi la manière dont une région se relie au centre. Certains y voient une promesse, d'autres une menace. Le pays découvre que les mots liberté, ordre, nation, citoyen peuvent vouloir dire des choses différentes selon l'histoire de chacun. Les cafés, les places, les marchés deviennent des lieux où l'on commente, parfois à voix basse, parfois avec passion. Pendant ce temps, l'Empire d'Outre-mer est lui aussi en mouvement. Les liens se tendent, les revendications grandissent, et l'Espagne doit regarder en même temps vers l'intérieur et vers l'océan. C'est un effort difficile. Les finances en souffrent, les administrations s'épuisent, et les réformes semblent toujours incomplètes. Pourtant, ces années installent une réalité durable. L'Espagne entre dans l'âge des constitutions, des changements de régime, des débats politiques plus visibles. Ce moment est important parce qu'il transforme la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui règne, mais comment on gouverne, au nom de qui et avec quelles limites. Et quand la nuit tombe sur une rue de Cadix, on peut imaginer des pages qui sèchent, une lampe qui tremble et un pays qui cherche son visage dans l'encre. Le 19e siècle espagnol ressemble à une longue marche avec des arrêts brusques. On avance, on recule, on recommence. Les idées libérales gagnent du terrain, mais elles rencontrent des résistances fortes. Les gouvernements changent, les constitutions se succèdent et les régions défendent leurs habitudes. Dans ce mouvement, la société se transforme surtout par le travail, par la terre et par les villes qui grandissent. Dans les campagnes, la question de la propriété est centrale. On discute de terres communes, de vente de biens, de réformes qui déplacent des équilibres anciens. Certaines familles espèrent accéder à la terre, d'autres perdent des protections. Le résultat dépend beaucoup des lieux, et il crée souvent des tensions silencieuses. Qui a le droit de pâturer, qui peut couper du bois, qui doit partir chercher du travail ailleurs. Dans ce monde rural, la pauvreté reste réelle, et l'émigration intérieure devient un recours. On quitte un village pour une ville ou pour une autre région, au rythme des saisons et des opportunités. Dans certaines zones, l'industrie se développe. La Catalogne connaît un essor textile. Le Pays basque s'appuie sur la métallurgie et d'autres régions suivent en marche plus lentement. Avec l'industrie, la vie change. Les horaires se fixent, les quartiers ouvriers apparaissent, les conflits sociaux naissent autour des salaires, des conditions de travail et du prix du pain. On voit aussi des associations, des journaux, des idées nouvelles sur la justice sociale. La ville devient un laboratoire. Elle concentre les problèmes, mais elle crée aussi des solidarités. Les chemins, encore une fois, comptent énormément. Les routes basses s'améliorent, puis le rail arrive. Une ligne de train raccourcit le pays, relie un port à une vallée, change les marchés. Le blé, la laine, le charbon, les personnes circulent plus vite. Cela transforme la manière de vivre le temps. On attend moins, on compare davantage, on se sent relié à des événements lointains. Mais cette modernisation reste inégale et elle laisse des zones en marge, où la vie continue au rythme ancien. Au milieu de ce siècle agité, l'Espagne perd peu à peu une grande partie de ses colonies. Les indépendances en Amérique latine, au début du siècle, réduisent fortement l'empire. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, la perte de Cuba, de Porto Rico et des Philippines en 1898 frappe les esprits. Ce n'est pas seulement une défaite diplomatique, c'est une crise d'identité. Beaucoup se demandent ce que l'Espagne devient, ce qu'elle a raté, ce qu'elle doit reconstruire. Des écrivains, des enseignants, des réformateurs parlent de renouveau, d'école, de science, de modernité. Dans la vie quotidienne, cette période est faite de contrastes. Une partie de la société s'ouvre à la modernité urbaine, au café, à la presse, au spectacle. Une autre reste prise dans la dureté des champs, des loyers, des saisons difficiles. Les élites débattent, mais les ouvriers et les paysans portent souvent le poids le plus lourd. La politique semble parfois instable, et pourtant, sous cette instabilité, une Espagne nouvelle se fabrique, plus urbaine, plus connectée, plus consciente des inégalités. Ce moment est important,
parce qu'il change la question du futur. Après la perte des colonies, l'Espagne doit se penser autrement, sans la même projection impériale. Elle doit regarder ses écoles, ses routes, ses industries, ses terres. Et dans un soir tranquille, on peut imaginer une gare, une lumière sur des rails et des voyageurs silencieux qui portent, sans le dire, l'idée d'un pays en transformation. Le début du XXe siècle espagnol est comme une mer avec des courants contraires. En surface, la vie continue. Les marchés, les fêtes, les jours de travail. Mais dessous, les tensions sociales et politiques s'accumulent. L'Espagne est encore marquée par de fortes inégalités, par des régions très différentes et par une difficulté à construire un compromis durable entre tradition et modernité. Dans les villes, la classe ouvrière grandit, et avec elle, les revendications. On demande de meilleurs salaires, plus de protection, plus de dignité. Les syndicats trades se développent, les idées socialistes, anarchistes, républicaines circulent. Dans les campagnes, surtout dans certaines zones du sud, la question de la terre reste brûlante. Beaucoup travaillent en dur, sans posséder, et l'injustice se ressent au quotidien. Ces tensions ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi humaines. Elles touchent la faim, le logement, l'avenir des enfants. L'État essaie de maintenir l'ordre, parfois avec des réformes, parfois avec une fermeté qui laisse des rancœurs. Les gouvernements changent, les scandales et les crises de confiance reviennent. Des épisodes difficiles, comme la guerre au Maroc, pèsent aussi sur la société. Conscription, dépenses, débats sur le sens de ces engagements. Même quand on n'en parle pas tous les jours, cela laisse une fatigue collective. Dans ce climat, une solution autoritaire apparaît un temps, la dictature de Primo de Rivera, à partir de 1923. Elle promet l'ordre et l'efficacité, lance des travaux, cherche à calmer les conflits. Mais elle ne résout pas les problèmes de fond, et elle finit par s'user. Quand elle tombe, la monarchie, déjà fragilisée, perd une partie de sa légitimité. L'Espagne arrive alors à un nouveau carrefour. En 1931, la Seconde République est proclamée. Pour beaucoup, c'est un moment d'espoir. On parle d'école, de réforme agraire, de droit, de modernisation, de laïcité, d'autonomie régionale. Les débats deviennent intenses parce que les attentes sont grandes et parce que les oppositions sont fortes. Certains veulent aller vite, d'autres craignent de perdre leur monde. Et quand un pays change vite, même avec de bonnes intentions, les peurs peuvent se durcir. La République tente de transformer l'État, mais elle doit faire face à des résistances, à des crises économiques, à des violences politiques comme sporadiques et à une polarisation croissante. Nous le disons avec calme. L'Espagne se divise dans les esprits avant de se diviser dans les actes. Les familles discutent, les quartiers se tendent, les journaux opposent des visions du pays. Et au milieu, beaucoup de gens cherchent juste une vie stable, un travail, un peu de repos. Ce moment est important parce qu'il prépare une rupture majeure. Il montre comment des problèmes anciens, terre, inégalité, identité, rôle de l'État, peuvent devenir explosifs quand ils s'additionnent. Dans la nuit, on peut imaginer une place qui se vide, une affiche qui se décolle au vent, et une sensation de fragilité, comme si la pierre elle-même retenait son souffle. En 1936, l'Espagne bascule dans une guerre civile qui déchire le pays de l'intérieur. Tout devient plus dur, plus incertain, comme si la vie quotidienne se cassait en deux. Les quartiers se méfiannent, les familles se divisent parfois, et l'on apprend à parler plus bas. Même la lumière sur les places semble différente, parce qu'elle éclaire des visages tendus. Très vite, les institutions se fragmentent. Des autorités locales se créent, des milices apparaissent, des armées s'affrontent, et la logique de camp prend le dessus. Dans cette confusion, beaucoup de gens cherchent d'abord à protéger les leurs, trouver du pain, éviter les routes dangereuses, garder un toit. On se déplace d'un village à l'autre, d'une ville à une autre, avec une valise légère et une fatigue lourde. La guerre touche aussi les villes par des bombardements, des pénuries, des coupures et une peur qui s'installe. Nous pouvons l'évoquer sans détail dur. Des maisons détruites, des familles déplacées, des enfants qui apprennent trop vite à attendre dans le silence.
Les hôpitaux manquent, les marchés se vident et les nuits deviennent longues. Les cloches sonnent parfois, mais elles ne rassurinent plus comme avant. Dans ce contexte, la violence politique s'intensifie des deux côtés, avec des arrestations, des exécutions et des persécutions. Il est important de rester clair, sans sensationnalisme. Des personnes sont ciblées pour leurs idées, leur religion, leur profession, ou simplement parce qu'elles sont au mauvais endroit. Beaucoup ne survivent pas. D'autres vivent avec des disparitions, des deuils sans réponse, et une mémoire qui reste dans les murs. Le monde extérieur regarde, intervient parfois, aide certains, abandonne d'autres. Cela ajoute une couche de complexité, car l'Espagne devient aussi un symbole pour des idéologies qui s'affrontent en Europe. Mais pour les gens ordinaires, l'essentiel reste concret. Survivre, garder une famille unie, traverser l'hiver, retrouver un proche. L'histoire, ici, n'est pas un débat abstrait. C'est une suite de journées où chaque choix peut coûter cher. Quand la guerre se termine en 1939, ce n'est pas un retour rapide au calme. C'est plutôt un silence qui tombe, lourd et inégal. Le camp vainqueur impose son ordre et beaucoup de vaincus connaissent l'exil, la prison ou une vie surveillée. Les mots deviennent dangereux, les souvenirs aussi. On apprend à cacher des photos, à changer de sujet, à ne pas poser certaines questions. Ce moment compte parce qu'il laisse une trace profonde sur plusieurs générations. Il modifie les liens de confiance, la façon de parler, la manière d'enseigner l'histoire et même la manière de se tenir en public. Et quand on marche, des années plus tard, sur une place tranquille, on peut sentir que la pierre se souvient, même si personne ne le dit. Après la guerre civile, une dictature s'installe sous Francisco Franco. Elle dure longtemps et elle façonne le pays comme une main ferme qui ne lâche pas. L'État contrôle la politique, limite les libertés, surveille la presse et impose une vision officielle de l'Espagne. Pour beaucoup, le quotidien devient une affaire de prudence. Travailler, nourrir sa famille et éviter ce qui pourrait attirer l'attention. Les premières années sont particulièrement difficiles. L'économie peine, les pénuries existent et la vie est marquée par le manque. Dans les foyers, on compte, on répare, on fait durer. Les campagnes restent dures et les villes grandissent lentement avec ceux qui cherchent du travail. La solidarité de voisinage compte beaucoup parce qu'elle aide à traverser les périodes où l'État ne suffit pas. Le contrôle politique s'accompagne d'une répression réelle, arrestation, condamnation, prison et une surveillance qui pousse au silence. Il faut le dire simplement et clairement. Des opposants, des militants, des syndicalistes, des intellectuels et d'autres personnes jugées dangereuses sont visées. Les victimes vivent souvent dans l'ombre et leurs familles apprennent à tenir, à espérer, à attendre. Cette pression laisse une empreinte. Même ceux qui ne sont pas directement ciblés sentent qu'il y a des sujets qu'on ne touche pas. La religion officielle prend une place importante, soutenant l'ordre moral du régime. L'école enseigne une version encadrée de l'histoire, la culture est censurée et la vie publique suit des règles strictes. Pourtant, la vie ne se résume pas à la peur. On tombe amoureux, on se marie, on travaille, on écoute de la musique, on rit parfois à la maison. Ce contraste est typique des dictatures longues, un quotidien ordinaire, mais sous un plafond bas. À partir des années 1950 et surtout 1960, l'Espagne change de rythme. L'économie s'ouvre davantage, le tourisme apporte de l'argent et des regards étrangers, et certaines villes se transforment. Des autoroutes et des immeubles apparaissent, des industries se développent et beaucoup de gens quittent les campagnes pour les centres urbains. Cette modernisation apporte du travail et un certain confort, mais elle ne supprime pas le contrôle politique. Dans les universités, dans les usines, dans certains quartiers, une opposition plus visible renaît. Elle se construit par petites actions, par des réseaux, par des syndicats clandestins, par des revendications sociales. L'État répond souvent par la force et la censure, mais la société change quand même. Les jeunes générations ont d'autres attentes, d'autres repères, et elles commencent à imaginer une Espagne plus libre. Ce moment compte parce qu'il mélange immobilité politique et transformation sociale.
Le régime tient, mais le pays bouge sous la surface. Les modes de vie, la ville, la consommation, l'ouverture au monde. Et dans ce mélange, on prépare sans le dire une transition. Car un pays qui change dans ses habitudes finit par vouloir changer dans ses règles. La nuit tombe sur une avenue éclairée de néons. Les gens rentrent chez eux et derrière les fenêtres, le silence est parfois une protection. Quand Franco meurt en 1975, l'Espagne se trouve à un carrefour délicat. La dictature a duré si longtemps que beaucoup craignent un retour au conflit, tandis que d'autres espèrent enfin respirer. Les premières étapes se font avec prudence, par des réformes politiques et des négociations. Le pays cherche une sortie calme, sans tout renverser d'un coup, mais sans rester figé. La transition se construit sur des compromis. Des forces politiques longtemps interdites reviennent, des élections sont organisées, et une nouvelle légalité se met en place. Les débats sont intenses, mais l'objectif principal est partagé par beaucoup: éviter une nouvelle rupture violente. Cette volonté de stabilité guide les gestes, même quand les désaccords sont profonds. En 1978, une constitution est adoptée. Elle pose les bases d'une démocratie parlementaire, reconnaît des droits et organise un cadre de liberté publique. Un point important, aussi, est la reconnaissance d'un État des autonomies, où des régions obtiennent des institutions propres. Cela répond à une réalité ancienne de la péninsule. Des identités locales fortes, des langues, des histoires régionales et une relation complexe au centre. La transition ne se fait pas sans tension. Il y a des violences politiques, des peurs, des tentatives de blocage et des blessures du passé qui restent ouvertes. Les victimes de la guerre civile et de la dictature ne disparaissent pas de la mémoire, même si la société choisit souvent de regarder vers l'avant. Beaucoup vivent cette période comme un équilibre fragile. Avancer, mais doucement, pour ne pas réveiller les fractures. Dans la vie quotidienne, cependant, l'air change. La presse se libère davantage, la culture devient plus diverse, les conversations s'élargissent. On peut critiquer, discuter, organiser des associations. Les syndicats prennent leur place et la politique devient une affaire publique, pas seulement une décision venue d'en haut. Les rues, les universités, les quartiers se remplissent d'une énergie nouvelle, parfois joyeuse, parfois inquiète. Sur le plan économique et social, l'Espagne continue de se transformer. Les villes grandissent, les modes de vie se modernisent et le pays se rapproche de l'Europe occidentale par ses échanges et ses institutions. Plus tard, l'entrée dans la communauté économique européenne en 1986 confirme cette trajectoire. Ce n'est pas une solution magique, mais cela change les règles du jeu. Investissement, infrastructure, circulation et un sentiment plus fort d'appartenir à un espace commun. Ce moment compte parce qu'il montre qu'une société peut sortir d'une longue fermeture sans perdre totalement son équilibre. La démocratie, ici, n'est pas un décor. Elle se construit dans des lois, des élections, des débats et une fatigue parfois, mais aussi dans un désir simple de normalité. Et quand on écoute l'Espagne de ces années-là, on entend comme une respiration, longue, enfin moins retenue. Le soir, sur une place rénovée, l'eau d'une fontaine coule doucement et la pierre semble un peu moins lourde. L'Espagne d'aujourd'hui est un pays qui avance avec plusieurs rythmes en même temps. On peut traverser une grande ville pleine de bruit et de lumière, puis, à quelques kilomètres, trouver un village où le temps semble plus lent, avec des pas sur la pierre et un silence doux dans l'air. Cette diversité n'est pas un détail, elle vient de siècles de paysages différents, de langues, de coutumes et de manières variées d'organiser la vie. Le cadre politique, depuis la transition démocratique, repose sur un équilibre entre un État commun et des autonomies régionales. Cela donne aux régions une vraie place institutionnelle, avec leur parlement, leur politique et parfois leur langue reconnue dans la vie publique. Pour beaucoup, c'est une manière de respecter des identités anciennes. Pour d'autres, c'est une source de débats difficiles, surtout quand la question de l'unité et de l'indépendance revient. Mais même dans les désaccords,
la vie continue. Les écoles ouvrent le matin, les marchés se remplissent et les familles cherchent surtout une stabilité. Sur le plan économique, l'Espagne a connu des périodes de croissance et des crises, comme beaucoup de pays. Le tourisme est devenu un pilier important, avec ses bénéfices et ses limites. Il apporte du travail, mais il transforme aussi les villes et les côtes, change les loyers, la circulation, le rapport aux saisons. L'industrie et les services ont pris une grande place, et l'agriculture, même moins centrale qu'avant, reste un monde vivant, lié à l'huile d'olive, aux fruits, aux vignobles, aux plaines et aux vallées. Les villes ont changé. Madrid, Barcelone, Valence, Séville et d'autres ont grandi, se sont modernisés, ont développé des transports, des quartiers nouveaux et une culture très dynamique. On voit des musées, des festivals, une vie nocturne qui existe, mais aussi une attention de plus en plus forte à la qualité de vie, aux espaces verts, aux mobilités plus douces. En même temps, certaines zones rurales se vident, vieillissent et cherchent des solutions pour rester vivantes. Cela crée une Espagne à deux vitesses, avec des défis concrets, écoles à maintenir, médecins à trouver, routes à entretenir. La mémoire du XXe siècle continue de compter. La guerre civile et la dictature laissent des traces dans les familles, dans les archives, dans les débats sur la justice et la reconnaissance. Au fil des années, des démarches ont été menées pour retrouver des disparus, ouvrir des dossiers, nommer des lieux et donner de la dignité aux victimes. Ce travail est délicat parce qu'il touche à la douleur, à la politique et à l'idée même de réconciliation. Mais il montre aussi une volonté de regarder l'histoire en face, doucement, sans la transformer en spectacle. L'Espagne actuelle est aussi un pays européen, connecté, traversé par les mêmes questions que ses voisins. Travail, logement, inégalité, énergie, migration, changement climatique et transformation numérique. Pourtant, elle garde une couleur propre, faite de régions fortes, d'une culture du dehors, de places où l'on s'assoit tard, de conversations longues, et d'une relation à la lumière qui semble toujours particulière. Et quand on revient à l'image du début, celle d'une péninsule entourée d'eau, on comprend que tout se rejoint. Les rives, on a vu passer des navigateurs, des marchands, des soldats, des exilés, des voyageurs et des rêves. Les montagnes ont protégé des communautés, les plaines ont nourri des villes, les routes ont cousu des liens invisibles. Au fil des siècles, l'Espagne a changé de forme, de pouvoir, de mots, mais là ça restait cette terre de passage où la pierre garde la chaleur du jour, où l'eau insiste et où les pas, même légers, laissent une trace.